Chers auditeurs, bonsoir, vous êtes bien sur Méridien Zéro et nous vous accueillons dans cette nouvelle émission, Revue et Corrigée, une émission qui traitera de la presse dans son ensemble, une émission qui traitera prioritairement du comportement de la presse, de son état, de son fonctionnement, de sa santé et de ses réseaux. Voilà. Alors avec moi, le lieutenant Sturm, avec moi pour présenter cette émission, Julien. Bonjour. Bonjour. Julien, qu'on présentera succinctement comme un spécialiste de presse depuis une bonne trentaine d'années. Oui, voilà, disons que j'ai travaillé dans la presse écrite, essentiellement quotidienne, mais aussi hebdomadaire pendant 25 ans, pour ensuite la quitter, mais en filigrane dans cette revue, vous comprendrez pourquoi, compte tenu de l'état général de la situation de la presse écrite. Très bien. Alors, dans un préambule, puisqu'on a discuté de cette émission et on l'a préparée, et en la préparant, on s'est demandé ce qu'il était important de positionner pour ce premier numéro, et on est tombé d'accord sur le fait que, avant toute chose, il fallait faire un état général de cette presse dont tout le monde parle, en disant elle va mal, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Une fois qu'on a dit que l'état de la presse était déliquescent, on n'a pas l'état des troupes, on ne sait pas qui va vraiment mal, et surtout on ne connaît pas l'état des diffusions ou des moindres diffusions de cette presse. Alors, Julien, un petit état général, un petit tour d'horizon de la presse et de sa santé. Alors la presse doit être considérée comme segmentée. On ne peut pas, effectivement, comme le dit le lieutenant Sturm, on ne peut pas avoir un jugement général définitif se suffisant de l'explication « la presse va mal ». C'est totalement incomplet. Dans le cadre qui nous intéresse, nous, je mettrais 3 segments de presse principaux. La presse quotidienne nationale, d'information générale et politique, et on voit très bien à quel titre je fais référence, la presse quotidienne régionale, parce qu'elle est la plus lue de la presse quotidienne en France, oui, c'est revenir aux fondamentaux, et bien sûr la presse magazine. Là, on peut faire 2 sous-segments, un segment principal qui est la presse, les news, donc là aussi, chacun, on en reparlera, mais chacun voit bien à quel titre je fais allusion, et aussi la presse magazine, on va dire de centres d'intérêt divers et variés qui peuvent aller du football à l'automobile, la maquette, maisons et jardins, les journaux féminins, ouais, voire même parce que c'est un segment de presse qu'on peut mépriser, ce qui est mon cas, mais qui existe, la presse people et la presse du type closer public, sur lesquels d'ailleurs il pourrait y avoir des choses intéressantes à constater en ce moment. Oui. Alors pour revenir à celle qui nous intéresse le plus. Alors là, on parle, pardon Julien de te couper, mais on parle prioritairement de la presse écrite. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on parle de la presse écrite. On fera des incises au fil du temps, d'ailleurs, sur la presse d'information en ligne. Donc, pour revenir à la presse quotidienne nationale, ça, qui est donc le segment qui regroupe Le Monde, Le Figaro, Libération, etc. La chute est violente et elle est de longue durée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, quand on prend par exemple un diagramme de vente en kiosque, qui est la vente en kiosque est le baromètre de la santé d'un titre. Vous pouvez avoir des abonnés, de toute façon, il recevra son journal. Mais la vente en kiosque, c'est le symptôme de la conviction ou du news au sens propre du terme d'un titre. Là où un journal vendait 100 exemplaires en 2009, aujourd'hui, il n'en vend plus que 74. Donc il y a 26% concrètement de baisse de cette presse quotidienne nationale en kiosque. Donc en combien de temps on peut l'amorce d'une véritable descente de la courbe? Alors elle a commencé bien avant 2009. On peut considérer qu'à partir de 2006, les choses s'accélèrent. D'accord. Elle s'accélère. Alors 2006, c'est une date charnière ou c'est simplement une mesure de décroissance de... Alors, 2006 est là où on a le maximum d'informations dans les différents documents édités par les gouvernements successifs. Oui. La date de 2006 revient systématiquement. Je pense que l'éclosion d'Internet est liée aussi à cette date repère. D'accord. C'est là où on voit en particulier le phénomène concordant de baisse des ventes
en kiosque, je précise encore, et de recul significatif des recettes publicitaires. Il faut voir qu'aujourd'hui, si on prend l'axe 2006-2014, les recettes de publicité commerciale, donc les montres, enfin tout ce qu'on voit, etc., ont baissé dans l'ensemble de ces quotidiens nationaux de 50%. 50%. Et, autre point qui ne doit pas être négligé, l'autre volet publicitaire de cette presse-là, ce sont ce qu'on appelle les petites annonces. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Figaro faisait 2 cahiers d'offres d'emploi tous les lundis, Le Monde en faisait tout autant, etc. Tout ça, vous l'avez constaté vous-même, a disparu, purement et simplement. Et les recettes... Alors, pas de report sur d'éventuelles pages internet d'emploi, Figaro Emploi? Non, justement. Alors, le Figaro, lui, s'est diversifié en créant Cadre Emploi, qui est son site internet, et donc a récupéré une partie de sa mise, mais une partie seulement. Et Le Monde, lui, a tergiversé. Je suis assez bien placé, d'ailleurs, pour connaître ce sujet. Et donc, ces journaux-là ont perdu en recettes 80% de leurs recettes, tout simplement. Donc, évidemment, l'effondrement des recettes publicitaires a conditionné plusieurs choses. A conditionné tout simplement une baisse des achats de papier. Les journaux d'aujourd'hui sont beaucoup plus maigres, il suffit de le voir, en presse quotidienne qu'ils ne l'étaient à l'époque. Ça a entraîné une hausse des prix de vente, et je tiens quand même à rappeler ce fameux... Des licenciements dans les rédactions, on peut le dire aussi. Là, il y a des plans de licenciement qui concernent en particulier Libération, qui va faire un nouveau plan de licenciement sponsorisé par M. Drahi, donc un plan de licenciement qui va encore être important. On dira un petit mot de M. Drahi, si on a le temps. Mais je rappelle quand même, ce que je veux rappeler, c'est qu'il y a un axiome du prix de la presse quotidienne par rapport à 2 autres produits. Le prix de la presse quotidienne, c'est le prix d'un café et d'une baguette de pain. Or, la baguette de pain est à 90 centimes, le café, en gros, en province, est à 1,30 € au bar, et vous constatez comme moi que les journaux nationaux, je précise nationaux, se situent aux alentours de 2 €, voire 2,20 € pour le grand quotidien du soir dont nous parlions. Donc, on voit bien qu'il y a une répercussion sur l'ensemble des facteurs économiques des journaux de presse quotidienne nationale. Il est vrai, ce qui m'amène au deuxième point, qui est la presse quotidienne régionale, que la presse quotidienne régionale, elle, a beaucoup mieux maîtrisé ses coûts de vente, puisqu'aujourd'hui, un journal régional se situe entre 1 €, 1,20 €, et éventuellement 1,40 €, mais ça dépasse rarement ce prix. Avec des ventes qui s'effondrent aussi pour la presse régionale Oui, les ventes baissent considérablement. Il se trouve qu'à une époque, j'ai travaillé pour un quotidien de l'Est de la France qui s'appelait Le Républicain Lorrain, à Metz. C'est un journal qui diffusait à l'époque entre 185 et 190 000 exemplaires. C'était, on va dire, à la fin des années 90. Là, en préparant cette émission, j'ai jeté un coup d'œil assez optimiste d'ailleurs au départ sur ce titre. Ce titre est aujourd'hui à 111 000 exemplaires. Je prendrai un journal que nous connaissons bien, toi et moi, qui est Paris-Normandie. Oui. Paris-Normandie a longtemps bagarré pour être au seuil très important dans les plans médias publicitaires de 100 000 exemplaires. Aujourd'hui, Paris-Normandie, son OJD qui est sorti, est de 41 000 exemplaires, auxquels il faut ajouter les 2 quotidiens havrais, le Havre Presse et le Havre Libre, qui font 19 000 exemplaires. Donc il est tout confondu à 60 000 exemplaires, ce qui est évidemment catastrophique très loin, pour une région Haute-Normandie qui, je le rappelle, quand même fait 1 900 000 habitants. Donc la presse quotidienne régionale s'ouvre sur la distance, elle aussi, mais évidemment à chaque fois il y a des circonstances particulières. On peut considérer quand même qu'il y a une exception bretonne. Il faut bien le reconnaître. La démocratie chrétienne, on va dire ça comme ça, tient bien ses ouailles, puisque l'Ouest de France est le plus grand quotidien français. Déjà, oui. À rappeler, toujours, beaucoup le savent, mais voilà. Le quotidien le plus lu en France, c'est Ouest France. C'est Ouest France, il fait 702 000 exemplaires au JD, et il convient aussi de rappeler que dans cette région, il y a une concurrence qui est rare en presse régionale. Généralement, il n'y a pas de concurrence. Là, il y a une concurrence avec le Télégramme de Brest, donc à Brest, qui lui
tout seul, dans son réduit d'Astérix, si on peut dire, il fait quand même 200 000 exemplaires, exactement 192 000 exemplaires. Donc c'est une région, c'est l'exception française. Là, par leur politique, par le maillage du territoire, par des réseaux certainement, par une très grande implication des localiers, parce qu'on ne demande pas à la presse régionale la même chose. Alors le localier, c'est le localier, c'est le correspondant finalement. Oh, le localier, c'est ton voisin qui est prof en retraite, qui a rien à foutre, qui habite un patelin et qui court les manifestations de la mairie, l'inauguration de la piscine ou le concours de demi-eau. D'accord. Bon, ça fait partie du jeu. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, il est payé encore à son coup, quoi. On connaît ces fameuses pages dans toute la presse quotidienne régionale, hein, les pages de fin où on a toutes les manifestations sportives, les clubs d'anciens, voilà, les fêtes médiévales, les foires à tout, les tournois de foot, enfin bref, on a tout. Donc cette presse-là tient mieux le choc, mais son érosion de publicité sur la même période que celle que j'évoquais est tout de même de 25%, et son érosion d'annonces est elle aussi de 50%. Donc elle résiste mieux, voilà ce qu'on peut dire. Troisième segment de presse, évidemment, la presse magazine, et donc prioritairement évidemment le quatuor, on va peut-être appeler un quintet maintenant, qui est constitué de l'Express, de l'Obs, du Point et de Marianne, auquel il faut donc sans doute rajouter maintenant Valeurs Actuelles. Cette presse-là se maintient mieux en termes de diffusion pour une raison qu'on évoquait juste avant de cette émission, c'est que cette presse-là fonctionne beaucoup aux abonnements. Et donc, une fois que les gens sont abonnés, réabonnés, la vente en kiosque n'est pas déterminante, et donc ça amoindrit la chute. Ils sont en chute, tous, mais beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus maîtrisé surtout. Alors une question, parce que j'ai lu récemment un article qui disait qu'effectivement, au plan européen, les Français sont seraient pratiquement les premiers consommateurs d'hebdo. Politique ou pas d'ailleurs, hein, là je parle dans un sens plus large. C'est une réalité ou... Oui, c'est-à-dire que si il est vrai que la France est le pays de la presse magazine, alors je ne fais pas la référence particulièrement au titre que je viens d'évoquer, mais plutôt à l'autre presse magazine, qui est que si on est fanatique de planche à voile par temps fort, on a son mensuel, et si c'est par temps faible, on a un autre mensuel. C'est hyper segmenté, quoi. Oui. Bon, alors ça n'exclut pas la création de journaux et la disparition de journaux. Il faut aussi être on honnête. le sait, ça, on le mesure chaque année. En préparant l'émission, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. D'accord. Alors, on n'a pas trouvé j'ai pas de stats fiables en disant il s'est créé tant de journaux. Oui, cette comme année. on peut dire pour les PME, par exemple, qui il se crée tant de PME par an, il en tombe. Oui. Alors, si un auditeur peut nous donner, donner la source, moi je veux bien. Si quelqu'un se trouve bien placé, on prend. Oui. Voilà. Donc cette presse-là, cette presse de centre d'intérêt est très diverse, et effectivement, tu as raison, on est en ratio par habitant, évidemment, le pays le plus développé du monde en presse magazine, avec des segments de force qui sont, on les connaît, la presse féminine, évidemment, la presse télévisée, même si aujourd'hui, à Télé 7 jours, qui est quand même, on va dire, la référence historique de la presse télé en France, ne fait plus qu'1,1 million exemplaires, alors qu'il était à 2,5 millions il y a encore 15 ans. Quoi. Donc, concurrencé, là, directement par Internet. Alors, concurrencé et par la télé interactive. Oui, concurrencé par Internet, et aussi une concurrence interne propre, qui est la concurrence de la presse quotidienne régionale, qui a mordé ce segment, vend des suppléments, voilà, pour effectivement, au départ, là je me souviens de cette période-là, torpiller tous les 7 jours. Hein. C'était une guerre entre ceux qui étaient à l'époque le groupe Ersan, qui était l'initiateur de TV Magazine, d'ailleurs le simple titre montre bien d'où ça vient, et la guerre avec le groupe Hachette de l'époque. Comme ça que ça s'est passé. Alors pour revenir sur les 5 que tu as cités, enfin 5 plus 1, hein, puisqu'on peut ajouter Valeurs Actuelles, comment se porte-t-il ? L'Express, alors globalement, je dirais que globalement, je pense que les deux qui se portent le mieux, j'ai un constat, c'est pas forcément pour me ravir, c'est le Nouvel Observateur et Le Point.
Là où ça commence à aller très mal, c'est évidemment à l'Express, puisqu'aujourd'hui l'Express est soumis à un plan social important, puisqu'on parle de 150 départs, que Patrick Drahi, donc, qui a racheté entre autres l'Express, parce qu'on ne sait plus trop ce qu'il rachète. Toutes les semaines ou les 15 jours, il y a une annonce. Ouais, voilà, donc il a racheté l'Express. Il y a un petit profil à la Bernard Tapie, là. Oui, et en plus, ça commence à sentir le roussi parce que les bourses commencent à s'inquiéter du montage financier de la galaxie Drahi. Enfin, c'est pas un secret d'État, c'est sorti dans la presse américaine. Oui, puis il y a une enquête en Israël, je crois, sur la télé d'information qu'il a montée en Israël. Le news, I24 News, je sais pas quoi. Oui, c'est ça, ouais. Donc, et puis, donc, ils ont reçu, lui, Patrick Drahi et notre ami Christian Barbier, espèce d'éditorialiste à l'écharpe rouge, là, ils ont reçu une motion de défiance de la rédaction et du journal il y a maintenant 15 jours. Enfin, voilà. Oui, on en avait entendu parler. Donc ça commence à sentir mauvais à l'Express. Ça sent aussi très mauvais à Marianne. Marianne était un journal qui avait une politique commerciale très particulière, puisque, contrairement à ses confrères, il refusait la politique d'abonnement. À l'époque, je ne sais pas si les auditeurs par idéologie, par positionnement idéologique, par oui, c'était volonté de proximité avec le lecteur. Alors il y avait une politique de coût éditorial, c'est-à-dire ils voulaient faire des coûts de façon éditoriale, ce qu'ils ont fait effectivement. Oui, il y a eu des bons coups d'ailleurs de Marianne, il y a eu des trucs marrants. On se souvient des unes anti-sarkozystes ou des unes assez violentes qui ont pu être réalisées, mais aussi pour des raisons entre guillemets, je dirais, déontologique, qui disait qu'en gros, Marianne n'allait pas se positionner comme un vendeur de calculettes ou de téléphone portable, puisque, en fait, en s'abonnant, on gagnait tel ou tel cadeau, et que ça corrompait la politique d'abonnement des titres, que ce soit le Nouvel Obs d'ailleurs. Pierre Driel était le roi de l'affaire, ou l'Express, évidemment. Et donc, Marianne, qui avait la plus grande diffusion en kiosque de l'ensemble des news, Marianne, aujourd'hui, paye cher ce choix et a considérablement baissé, puisqu'aujourd'hui, là où il était à 250 000 exemplaires, il n'est plus qu'à 155 000 exemplaires, donc il le paye quand même très cher. En plus, ils n'ont pas été, il faut être honnête aussi, et ils ont curieusement pas été très aidés par le milieu publicitaire. Et enfin, Valeurs Actuelles. Donc, Valeurs Actuelles revient de loin, si on peut dire ça comme ça. C'était finalement un journal presque confidentiel. Oui, voilà, qui était devenu très confidentiel. Ouais. C'était le groupe Bourgine, dans la mouvance de Spectacle du Monde, Spectacle du Monde, oui. Et aujourd'hui, sur un positionnement que moi, personnellement, je ne comprends pas très bien, puisqu'il va de la droite libérale jusqu'à du proto-Front National, en passant par des discours économiques totalement contradictoires et un soutien sans faille à Vladimir Poutine, enfin une espèce de boulgui-boulga. À Israël aussi, bref, bien sûr, soutien à Israël, quoi qu'Israël fasse. Enfin, donc c'est un espèce de machin, mais peu importe, les gens s'y retrouvent visiblement. Puisque c'est le seul. Aussi, hein. Peut-être que les gens piochent. Les gens piochent, tout à fait. Il est sorti, je dirais, des cabinets médicaux et des salles d'attente pour être un journal dont on regarde chaque semaine, on scrute la une, avec des unes là aussi dans un autre registre. Alors oui, et phénomène notable, les gens de la rédaction de Valeurs Actuelles ont maintenant leur chaise dans les émissions de revues politiques télévisées, sur les chaînes d'infos en continu, chez comment s'appelle-t-il ça va se savoir là, comment s'appelle cette émission là, pas TDI mais l'autre, enfin bref, du Ruquier là, on n'est pas couché, non pas Ruquier, enfin bref, on en a plusieurs qui passent dans différents moments télévisés d'infos, de décryptage de l'actu. On voit les gens de Valeurs Actuelles présents, ce qui est effectivement une nouveauté par rapport à il y a même une dizaine d'années,
Personne n'en parlait. Personne n'aurait eu l'idée d'inviter un journaliste de Valeurs Actuelles. Voilà. Mais je sais que les anciens de Valeurs Actuelles, assez connus, comme l'était notre ami Emmanuel Ratier, ou comme Alain de Benoît, qui a pu aussi se retrouver à une certaine période de sa vie collaborer à ce titre, sont complètement désemparés ou étaient désemparés pour ce qui concerne Emmanuel, par l'évolution de ce journal. Oui, ce qui est pas étonnant, malheureusement, pour ce qui est de l'évolution de ce journal, on le disait tout à l'heure, on a du mal à s'y retrouver. Hein. Le feuilleté, c'est s'embrouiller, mais enfin bon. Voilà. Alors, quand tu dis qu'il va bien, d'ailleurs, vers les actuels, tu dis quoi en fait? Tu dis qu'il se maintient? Tu dis non, il a progressé. Son EJD a progressé de 10%, ce qui est un ce qui est quand même notable, effectivement. Ouais. Ah oui, c'est loin d'être neutre. Il est à 110 000 exemplaires. Il a pris donc 10 000 exemplaires par définition. Non, il progresse et on le voit bien. On le voit bien dans les kiosques. On le voit bien. Il est aujourd'hui, alors qu'avant il était planqué derrière. Oui, mais il y a même des placards latéraux sur les kiosques. Pour annoncer les unes de VA. Il satisfait cette frange de la droite conservatrice, inquiète, libérale, ultralibérale. Enfin, on est dans une espèce de machin que je comprends pas très bien, mais qui tourne. D'accord. Alors, pourquoi on parle de tout ça? Parce que le registre général que je viens d'évoquer, c'est que la presse va mal, en gros. On a compris qu'il y a des distorsions, mais globalement elle va mal. Mais pourquoi faut-il quand même s'y intéresser? Il faut s'y intéresser parce que c'est quand même elle qui donne le là. Moi, je constate que tout un chacun, ça a toujours été le cas, mais ça l'est de plus en plus, que si le matin, vous avez lu Aujourd'hui en France et le soir, la une du Monde, globalement, vous savez ce qui va être dit sur l'ensemble des chaînes de télé et de radio. C'est-à-dire que le là idéologique reste totalement entier. Il reste totalement entier parce qu'il ne faut jamais oublier une chose. Je ne vais pas parler de complot, mais je vais parler quand même d'une chose qu'on oublie de dire très souvent. C'est la paresse insigne d'un certain nombre de journalistes. Un certain nombre de journalistes? Oui, un certain nombre. Oui. Non, mais on peut y aller, on est sur Méridien Zéro, on peut leur dire. Hein. Donc, il y a quand même une paresse qui fait que c'est très très facile de reproduire les grands titres de la presse populaire. Je pense par exemple à RTL. Si la une n'est pas faite par Yves Calvi le matin sur le titre... Ah voilà, c'était Calvi, son émission... oui, c'est... Oui, enfin bref, son émission sur la 5. C'est dans l'air, voilà, c'est dans l'air. Il y a un gars de Valeurs Actuelles toutes les 5 minutes. Là. Ouais. Donc si Yves Calvi ne fait pas la une sur les impôts de foncier, c'est le sujet du moment, c'est vraiment qu'il y a une erreur. Il a fait ça ce matin et c'était le titre du Parisien. Alors peut-être. Donc pour schématiser, tu dis que le matin en se levant, tous nos braves petits présentateurs radio, télé attrapent les grands titres et ils disent bon ben voilà, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, voilà de quoi on va parler. Et en fait on reproduit, répercute, réarrange, mais on ne creuse pas vraiment. Enfin on ne creuse pas. Enfin moi je dis qu'on copie. On copie. Donc il n'y a plus de journalisme en fait, parce que le journalisme ça se découple difficilement de l'investigation et du travail de recherche. Là, c'est du porte-voix, quoi, de l'écho permanent. Oui. À l'époque, je travaillais dans un quotidien national. Le secrétaire général de la rédaction me disait que certains, et c'est date déjà d'il y a 20 ans, 25 ans qu'il m'avait dit ça, les titres certains passages entiers de ce quotidien national étaient lus. Tout simplement lu à l'antenne, sans même une retouche, c'est même pas la peine. Et c'est valable aussi pour des activités plus annexes. Aujourd'hui, là, on a eu hier un match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain contre le Real de Madrid. Les commentaires qui ont été faits sur les radios ce matin sont exactement ce qu'il y avait dans l'équipe à 7 heures, quand je l'ai lu. Ils ne prennent même plus le soin de modifier, de corriger. Alors, ils font peut-être une interview supplémentaire, bien sûr. On le disait tout à l'heure, on parlera de l'irruption du net, mais l'irruption du net, c'est aussi, dans la presse, l'irruption du copier-coller. Hein. Tout à fait. Il y a eu un certain nombre de scandales, on le sait, d'articles repompés, quasi en totalité, voire d'erreurs manifestes commises par des journalistes.
sur des coquilles, par exemple, qui pouvaient se glisser à l'agence France Presse avec une dépêche qui partait mal rédigée annonçant que quelqu'un avait été blessé ou tué alors que ça n'était pas vrai. Et on voyait jusqu'à 24, 25 médias dans la journée qui reprenaient cette info sans aucun contrôle. Alors ça c'est ça j'ai vu le truc là sur un sujet dont on a tous entendu parler, qui montre parfois la médiocrité journalistique. Je regardais dans Le Parisien, enfin aujourd'hui en France, l'article consacré à cet avocat qui a donc essayé de tuer le bâtonnier. Il va mieux, le bâtonnier, il va de mieux en mieux, paraît-il. Il s'en sort. L'avocat, lui, donc, s'est suicidé. Et le journaliste du Parisien écrit benoîtement que cet avocat était proche de Thierry Meyssan du réseau Voltaire. Or, quand on connaît un peu le sujet, on sait bien qu'il n'était pas proche du réseau Voltaire, il écrivait parfois pour le boulevard Voltaire. Exactement. Ce qui n'a absolument, strictement rien à voir. Mais ça démontre la culture crasse. Voilà. Oui. Là, on a un exemple d'inculture crasse, d'imbécilité journalistique patente, à savoir que, oui, entre réseau et boulevard Voltaire, déjà, ça n'est pas la même couleur ni la même tonalité, et puis surtout, boulevard Voltaire, c'est un panel très ouvert d'écrivains, de journalistes amateurs ou professionnels d'ailleurs, rédacteurs divers et variés qui offrent les textes et qui connaissent des fortunes diverses. Oui, dont le propos n'a rien à voir avec celui de Thierry Meyssan de ce réseau Voltaire. Absolument pas. Alors, mais, petite question, petite incise. Donc tu disais que en gros, si on attrape 4 ou 5, parce que là je rajoute l'équipe, tu parlais du sport, mais avec 4 ou 5 supports le matin, on a à peu près la tonalité de la journée. Hein. Voilà. Bon, si on prend, on pourrait rajouter une feuille écho, un journal économique. Oui, bien sûr. On aurait aussi. Parole du MEDEF. Oui. Voilà, bon, voilà, voilà. Et est-ce que ça veut dire deux choses? Ça veut dire que le travail de journaliste finalement se résume à quelques rédactions en France, ou que ces mêmes journalistes de ces journaux qui donnent un peu le ton, sont tributaires des agences de presse, qui sont finalement, elles, les vrais pourvoyeurs de l'information en France. Oui, c'est indéniablement le cas. C'est-à-dire que l'agence France Presse fait office de bureau central de l'information. Il est évident que, par exemple, sur l'affaire des impôts, puisqu'on est en pleine dans cette actualité-là, c'est pas tombé comme ça du ciel dans l'escarcelle des journalistes du Figaro, du Parisien, ou voire du Monde. Il est évident qu'à un moment, l'information est centralisée, voire bêtement recopiée, à peine rewritée. Oui, bien sûr. L'AFP joue un rôle déterminant. Alors l'AFP, pour parler d'elle, il y a 2 ou 3 autres agences, Reuters, qui contribuent également à cette information. L'AFP est composée de quoi finalement, de vrais journalistes? Oui, c'est des vrais journalistes. Dont on peut encore que l'on peut encore qualifier de journaliste au sens presque, je ne dirais pas noble, mais au sens artisanal du terme. Je pense que ça dépend des missions. Je pense que les journalistes de l'AFP qui traitent des domaines internationaux, par exemple, peuvent être assimilés à ce que tu dis. Alors, je confirme, j'ai dans mes amis un reporter AFP, il y a quelqu'un qui a travaillé pour l'AFP, plus exactement, parce qu'il fait d'autres choses maintenant, mais qui était reporter de terrain et que, effectivement, dont j'ai pu voir l'implication de terrain. Ça, c'était très impressionnant. C'est le journalisme à l'ancienne, on va dire. C'est aller au bout des conflits dans des zones où personne n'oserait mettre le doigt de pied, et puis s'impliquer, regarder, comprendre. Ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est vrai pour ce type de. Mais ma question, tu la comprends en filigrane, est-ce qu'il y a de l'influence sur l'AFP? Oui, forcément. Voilà, c'est-à-dire que quand on traite, je ne sais pas, les journalistes de l'AFP qui sont responsables de Matignon ou de la place Beauvau, ne sont que des courroies de transmission gouvernementaux, voire même dans un autre registre, ceux qui traitent du domaine des partis sont dans le même registre. Celui qui traite aujourd'hui des Républicains est tellement impliqué dans la structure des Républicains qu'il se comporte comme un missi dominici. Mais ça, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est une donnée de la presse française. Oui. Voilà, on le sait. C'est la presse de connivence. C'est la presse de connivence. Voilà, c'est une presse qui est
est bordé et puis qui est teinté, qui a des couleurs. Voilà, hein, ça, on est bien d'accord. Alors, donc on a cette courroie de transmission, finalement, de répercussion, de mise en écho quotidienne, hein, des faits, ce qui veut dire qu'il y a un véritable, si on pense à ceux qui transmettent l'information, un véritable agenda médiatique, finalement. Oui, il y a un agenda médiatique qui est dicté, à mon avis, quand même grandement par le pouvoir politique ou par certaines personnes qui dépendent globalement des ministères de la communication, mais c'est pas si simple que ça. Donc l'agenda change avec les gouvernements ? Oui, l'agenda change suivant les besoins. Je vais prendre des exemples. D'accord. Prenons plusieurs cas qui ont agité l'été. L'un des cas principaux, il y a, à mon avis, 4-5 dossiers qui ont agité l'été. L'un des principaux, et c'est pas à Méridien Zéro que j'apprendrai ça, c'est évidemment le dossier ukrainien. Aujourd'hui, vous prenez non seulement la presse écrite, mais même la presse télévisée, sur l'état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Concrètement, je parle pas des négociations, Poutine, je sais pas qui, etc. Je parle concrètement sur le terrain de ce qui se passe en Ukraine. Que sait-on aujourd'hui dans la presse française ? Rien. Il y a eu un cessez-le-feu planté, voilà, comme un drapeau sur une carte, et puis depuis on s'en occupe plus. Alors que tous les jours. Alors j'ai cherché, parce que là, du coup, en préparant, j'ai cherché. Je me dis quand même, il doit bien dire quelque chose. Non. Deuxième point, la Grèce. La Grèce, elle a été aussi le tube de l'été. Même le tube depuis 1 an et demi, 2 ans, en tout cas, c'est une valeur sûre. Une valeur sûre. Moi, je me souviendrai toujours des articles élogieux de Libération, vantant les mérites d'Alexis Tsipras, le côté cow-boy de Varoufakis, etc. Aujourd'hui, sur la Grèce, dans la presse, de la situation concrète en Grèce, rien à part, et c'est quand même assez drôle d'ailleurs, à part la recapitalisation des banques grecques à hauteur de... Alors ils ne savent pas trop, ça se situe entre 4 et 14 milliards d'euros, suivant l'état des banques, c'est-à-dire à peu près l'état de préparation du dossier. Donc, mais sinon, rien. Moi, je vais être très, très clair, quand je veux savoir l'état d'esprit de la société grecque aujourd'hui, je vais sur un site, parce que c'est le truc qui est intéressant, quoi, comment ce peuple est en train d'être cassé, quoi. Et je vais sur un site qui n'est pas de nos amis du tout, qui est le site de Panagiotis Grigoriou, qui est un ethnologue qui était proche de Syriza, qui considère que Tsipras est un traître. Panagiotis Grigoriou. Le nom du site ? Greek Crisis. Greek Crisis. Bon, voilà, chers auditeurs. Et déjà, je vais voir là l'état d'esprit de gens de la gauche radicale grecque qui sont cocus. Et c'est écrit en un français absolument parfait. Évidemment, je ne partage pas toutes les opinions de cette personne, bien loin de là, puisque je crois que pour nos amis nationalistes locaux, il n'a que mépris, voire plus. Mais sur la sensibilité de ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, c'est mon seul moyen de m'informer. C'est certainement pas dans Le Monde ou dans Le Figaro que je vais trouver, et encore moins dans Libération. Autre point, la Syrie. Alors, bien sûr, il y a eu les réunions qu'on connaît, on a parlé de l'arrivée de l'Iran, etc., etc. Mais sur la situation militaire syrienne, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement en Syrie ? Puisqu'on nous dit que, en gros, l'armée russe, elle sert à rien, etc. Mais qu'on nous expose les faits. Alors, j'ai trouvé un article. Ah, quand même. Oui, j'ai trouvé un article avant-hier, dans le Figaro, qui est quand même peut-être celui des différents titres, assez curieusement, qui est le plus pointu parfois en politique étrangère, et qui dit, en gros, avancée des rebelles sur l'ensemble des fronts. En gros, la Russie, ça sert à rien, les rebelles continuent à avancer, et puis voilà. Et donc je lis l'article en me disant, ben voilà, je vais savoir où... Et j'apprends, en fait, dans le cadre de cet article, qu'effectivement, les rebelles ont piqué un bout de l'autoroute qui mène à Alep. C'est tout. C'est tout. Donc c'est l'avancée sur l'ensemble des fronts, c'est qu'effectivement, l'autoroute d'Alep est une autoroute importante, personne ne le nie, mais ça se résume à ça. Et, parce qu'il faut toujours dire, à côté de ce qu'il y a, alors là, par contre, on voit tout l'étalage de ce que nous disons depuis longtemps, qu'entre les mecs de Daesh et le front Al-Nusra, il n'y a qu'une
qui est une feuille de papier à cigarette, puisqu'ils sont en train tous plus ou moins de fusionner, y compris avec les débris de l'armée syrienne libre. Donc en fait l'article est plus intéressant parce qu'il ne devrait pas dire que parce qu'il prétend dire. C'est ce qui est d'ailleurs, alors moi je trouve ton exemple passionnant sur l'histoire de la Syrie, parce que ça nous apprend deux choses. Ça nous apprend que finalement, plus intéressants sont les débats autour du règlement syrien que sur la vie des populations, ou même l'état des forces en présence. Je crois qu'on a, par exemple, je me souviens de ça, mais comme j'aime bien cette précision du terrain que je partage avec certains amis du MES qui sont des géographes patentés, la Syrie c'est d'abord un désert. Et tout un tas de gens qui regardent des cartes disent « Oh la vache, Daesh contrôle un pan énorme ». Non, Daesh contrôle 80% de désert. Le problème c'est qu'il y a des puits de pétrole dessus, donc ils contrôlent aussi les robinets. Mais fondamentalement, voilà, on manque cruellement de ces données parce qu'elles ne passionnent finalement pas grand monde. Ce qu'on aime, c'est les frottements Poutine, Union Européenne, les déclarations alambiquées de Fabius, la marotte de Bobo Hollande sur il faut virer Bachar. On soutient Bachar comme dans les années 60, on criait quand Johnny se mettait torse nu, ou alors on le voue hégémonie de la même manière. C'est-à-dire que on n'a pas un travail, il n'y a pas un travail d'ensemble, il n'y a pas un travail voilà, on ne creuse pas. Et les quelques articles que l'on trouve, et ça c'est l'autre enseignement, finalement, tentent d'accrocher quelque chose par un titre un peu racoleur, donc les rebelles progressent, bon ils ont pris un bout d'autoroute. C'est marrant parce que moi j'ai lu hier que l'armée syrienne reprenait l'offensive sur Alep. Donc tu vois, en plus, on pourrait les mettre en concurrence. Je ne sais plus quel est le site internet sur lequel j'ai lu ça, mais c'est pas de la presse dissidentiste, c'était de la grande presse, je sais plus, c'était un titre anglais, qui disait que voilà, grâce aux campagnes de bombardement, on libérait des couloirs de contre-attaque. Bon, finalement, tout ça est très anecdotique. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on trouve en creux. Et c'est là où parfois, même dans la presse, et c'est pour ça que c'est très important ce que tu disais en début d'émission, il faut la lire, parce qu'on arrive à apprendre des choses par-delà les articles même, malgré les articles. Malgré les articles. Ouais. Et il faut savoir appréhender les creux d'information. Les trois exemples que je viens de citer sont édifiants. Ils sont différents pour moi de la désinformation pure. Alors là, de la désinformation pure, il y a un très très bel exemple qui vient de sortir. Ah, c'était ma question, justement. La presse ment. Oui, voilà, là où la presse ment délibérément pour des raisons idéologiques. Le plus beau cas récent, c'est l'affaire portugaise. Alors là, c'est le summum. L'affaire portugaise, je la résume, il y a eu des élections législatives au Portugal, et dans le cadre de ces élections législatives, le bloc de droite, appelons ça comme ça, c'est un peu particulier au Portugal parce que le Parti social-démocrate est un parti paraît-il, de droite, a, paraît-il, gagné les élections avec 38% des voix et 102 sièges. Ok, je vois le titre dans le Figaro d'ailleurs à l'époque et dans le Monde. Et puis en lisant l'article, on se rend compte d'une chose, c'est que, en fait, d'abord, avec 38% des voix, on ne peut pas dire que ce soit une victoire éclatante, parce que je rappelle que cette coalition de droite détenait la majorité précédente à l'Assemblée, et en plus, elle n'a plus la majorité. Et qu'il y a une autre majorité. Il y a une autre majorité de gauche, c'est ce que c'est, j'y peux rien, c'est comme ça, et qui est constituée d'un accord entre le Parti socialiste, le Parti communiste et un machin d'ultra-gauche, etc., qui regroupe 122 députés. Et le gouvernement du président, je ne sais plus son nom, le président portugais, décide de confier, au mépris des règles démocratiques habituellement acquises, de confier la constitution du gouvernement à la droite, qui est minoritaire. D'accord. Et donc, le Courrier international, qui fait généralement un peu référence sur ce type de sujet, a titré sans le faillir « Victoire de la droite ». Victoire de la droite. Tu crois une bourde ou finalement tu crois une bourde du journaliste ou je sais. Alors, ou est-ce que c'est pas une victoire parce qu'ils ont obtenu un gouvernement minoritaire donc ils ont forcé le destin Alors le président de la République portugaise a tout simplement dit nous ne pouvons pas accepter que la ligne anti-austérité des partis de gauche qui sont contraires aux règles de l'euro et de l'Union européenne soient. C'est un scandale au moins aussi grave que l'affaire du référendum de Papandréou, de Tsipras. De Tsipras, pardon. Oui.
là, Papandréou, c'était déjà un oui, scandale. en plus, il y avait eu l'affaire Papandréou déjà, alors c'est encore mieux. Et là, on a une victoire qui ne me réjouit pas particulièrement, c'est pas le sujet. On a une victoire objective d'une coalition de gauche. Et ben non, on lui refuse les portes du pouvoir, et la presse française titre victoire de la droite au Portugal. C'est quand même très fort. Oui, c'est très très fort. Alors justement, petite question qui peut se corréler à ça. On aurait tendance à dire, bon, bah, finalement, si on dit victoire de la droite, c'est qu'en gros, en haut lieu, on a dit il faut titrer victoire de la droite. Question, qui tient cette presse ? Alors, à qui appartient-elle ? Et oui, deuxième question, y a-t-il véritablement un choix entre les titres ou une illusion du choix ? Oui, alors déjà, il faut être clair, la presse française, tous les titres qu'on vient d'évoquer, peu ou prou appartiennent à des grands industriels et ou, ce qui va parfois de soi, à des marchands d'armes. Je crois qu'il est inutile de décrire les compétences militaires du groupe Lagardère, elles sont évidentes. Lagardère, propriétaire du Journal du Dimanche, propriétaire de Télé 7 jours, propriétaire de Elle, enfin de tout ce qu'on veut en presse magazine. Il en va de même, bien évidemment, du groupe Dassault, propriétaire du Figaro et de tous ses séides. Il en va de même, bien sûr, du groupe... alors c'est un peu différent, là on rentre dans le luxe avec Bernard Arnault et François Pinault. Là, on vient d'apprendre que Bernard Arnault a racheté donc le Parisien à Madame Amaury qui voulait s'en débarrasser. Madame Amaury souhaitant recentrer son groupe sur les manifestations sportives et donc s'occupe plus de ASO, l'association du Tour de France ou de l'équipe, que l'intéressait la presse quotidienne d'actualité. Il y a aussi bien sûr François Pinault, mais François Pinault, lui, on dira un mot tout à l'heure sur le point, mais François Pinault n'a pas surinvesti. Il a son petit journal, voilà, alors que Bernard Arnault, lui, quand même, quand il prend les Échos... Pinault, il s'est acheté une fenêtre. Oui. Voilà. Alors les autres, les appartements. C'est une danseuse. D'ailleurs, ça me fait penser, moi qui suis amateur de football, ça me fait penser un peu à ce qu'il fait avec le Stade Rennais, quoi. C'est-à-dire qu'il est là, il met du fric. On n'a pas l'impression que ça le motive outre mesure, ce qui laisse penser quand même qu'il y a, il laisse quand même à sa rédaction une certaine autonomie, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément une bonne chose. Enfin, je parlerai tout à l'heure du numéro qui est en kiosque, qui est absolument calamiteux, mais parfois je me dis que François Pinault ferait bien de s'en mêler un petit peu, parce que quand je vois le titre du Point cette semaine sur Nietzsche, je suis quand même assez ébouriffé. Bon. Donc voilà, et puis il y a évidemment ce fameux milliardaire franco-israélien, je ne sais plus très bien s'il est encore franco d'ailleurs, israélien, Patrick Drahi, qui a fait quand même des emplettes importantes, puisque au-delà de Libération, c'est bien sûr l'Express, mais c'est aussi, depuis hier, il a racheté Stratégie. Alors, Stratégie, c'est le magazine de la com, pour ceux qui ne connaissent pas, les agences de pub, etc. C'est un réseau important. Il n'a pas acheté le journal, il s'en fout. Bon. Non, c'est là où est positionné Stratégie qui est intéressant. Voilà, c'est là où il est positionné, et il a racheté avec tout un tas de petits canards qui ne payent pas de mine, comme, je sais pas, l'officiel de la coiffure, des trucs comme ça, qui, en soi, n'ont présentent aucun intérêt, hormis pour les coiffeurs, mais qui donnent des réseaux, ou des manifestations, ou des agendas, voilà. Donc, Patrick Drahi est en train de constituer, avec en plus, évidemment, BFM TV, puisque c'est quand même... Oui, c'est quand même son éperon, ça. Oui, c'est quand même son éperon, plus la chaîne que tu évoquais tout à l'heure, I24 News en Israël, est en train de constituer un truc qui alerte, parce que là, on est dans un phénomène quand même assez impressionnant. Peut-être pas de monopole, mais au moins de tentation oligopolistique, puisque là, en citant ce groupe-là, ces quatre groupes-là, on est quand même à, je pense, 80% de la presse française, et je n'oublie évidemment pas le trio BNP, hein, le trio Berger, Niel, Pigasse, qui contrôle aujourd'hui le monde. La question sur eux, oui. Donc, sur Berger d'ailleurs.
Ça se fait d'ailleurs non sans difficulté quand Pierre Berger se mêle de vitupérer contre sa propre rédaction. Donc voilà. Et tout ceci d'ailleurs dans un affaiblissement général des ventes du Monde, puisque le Monde a flirté à un moment avec les 380 000 exemplaires. Son OJD de cette année se situe à 271 000 et il est distancié par le Figaro de 40 000 exemplaires, ce qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps, quoi. Donc on peut pas dire que la politique suivie ces temps derniers, on va dire depuis le départ de Colombani-Plenel, enfin du tandem Colombani-Plenel, on peut pas dire que les différents directeurs du journal qui se sont succédés aient beaucoup changé, amélioré les choses. On pouvait au moins reconnaître à Louis Plenel qu'il avait une politique éditoriale qui était faite de coups médiatiques. Alors après, on pense qu'on veut de la méthode qui permettait ces coups, ça c'est un autre débat, mais qui permettait de doper les ventes du Monde. Je me souviens d'une époque où le Monde sur Paris Surface vendait chaque jour 90 000 exemplaires sur le seul Paris Surface. Donc, alors Paris Surface, c'est l'ensemble des kiosques. C'est l'ensemble des kiosques de Paris. 90 000 exemplaires, ce qui est quand même énorme. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, si le Monde se traîne au tiers, c'est le bien, quoi. Donc voilà, donc il y a un problème de politique éditoriale. Quelques incursions d'oligarques russes, là, on l'a vu, sur quelques achats de titres, et puis d'ailleurs des départs après sur la pointe des pieds, je pense à l'IB à un moment, ou des arrêts. Oui, il y a eu c'est de l'investissement, voilà, François, c'est de l'investissement pour tenter une rentabilité rapide ou... François, c'est un cas intéressant. François, c'est quand même historiquement le plus grand titre de presse nationale français, puisque c'est le seul journal qui a tiré à plusieurs reprises au-dessus du million d'exemplaires. Donc la grande époque de Pierre Lazareff, où être reporter à François, c'était vraiment écrire des reportages, c'était pas faire du copyright de l'AFP. Et ce journal a connu un long déclin. Qui l'a ramené dans les étiages de 70-80 000 exemplaires. Quand ce fameux fils d'oligarque, c'était pas le père, c'était le fils, est arrivé à Aubervilliers, puisque le siège était à cette époque-là déplacé déjà, il n'était plus rue Réaumur, mais à Aubervilliers, il a voulu faire, moi je l'ai entendu, il a voulu faire de François le concurrent du Monde. Alors, il faut savoir que François, à l'époque, fonctionnait essentiellement par sa rubrique hippique. Donc, il faut quand même remettre les choses dans leur... et il était, en gros, le quotidien des chauffeurs de taxi. Et des chauffeurs de taxi. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'il a disparu. Et donc, ils sont partis là-dessus. Et en fait, il a dépensé un fric fou, enfin, pour lui, c'était peut-être pas grand-chose, mais il a quand même dépensé un fric fou. Tout ça, parce que il considérait que la marque François était un atout. Or, à partir d'un certain seuil, quand un journal périclite comme ça va de défaite en défaite éditoriale, le nom n'est plus un atout, le nom est au contraire un boulet. Et François était devenu un boulet, le titre François. Il aurait mieux fait de créer un journal ex nihilo, ça aurait été plus simple. Et de l'appeler. Il aurait eu une meilleure chance. Oui, il aurait une meilleure chance. Il aurait peut-être réussi à faire, je sais pas, un truc du genre. Pour les plus anciens, le quotidien de Paris, par exemple, à l'époque, un truc comme ça, quoi. Donc là, ils ont complètement planté l'affaire, et pour se réfugier sur un site internet, je n'ai même pas regardé d'ailleurs ce qu'il y a. Et il y a eu même débat sur la Tribune. La Tribune a été aussi pulvérisée. Là, pour le compte, il y a un site internet qui d'ailleurs pas plus mal fait que d'autres. Ouais. Petite question sur la presse éco. Est-ce que la presse éco va bien? On sait que... Alors la presse éco au sens, la presse éco, le quotidien. On est quand même dans la dictature monopolistique là. Le quotidien, puisqu'ils ont tué la Tribune. Faut être honnête, ils ont tué la Tribune en asséchant les recettes publicitaires de la Tribune. Les Échos, en termes de journal, va bien. Oui, parce qu'ils ont une publicité financière captive. La publicité financière, c'est un secteur évidemment déterminant pour les Échos. Bien sûr, oui, ça rapporte. Une publicité commerciale qui tient la route et surtout un nombre considérable d'abonnés. La vente en kiosque des Échos est ridicule. Si elle tourne à 3000 exemplaires, c'est tout. Mais toutes les boîtes sont abonnées. Par contre, toutes les boîtes sont abonnées. Toutes les boîtes sont abonnées. Et l'avantage, et ça c'est un truc que je n'ai pas évoqué jusque-là, mais qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que de fait, et il en parlait dans une interview récente sur France Culture, le directeur de la rédaction des Échos, de fait, aux Échos,
par sa nature, il y a des rubricards. Des rubricards, c'est-à-dire des mecs qui sont spécialistes historiques de tel ou tel secteur, je sais pas, le cuir, le papier peint, le bois, enfin, voilà. Et il faut savoir que dans la presse quotidienne nationale, classique, du genre Le Monde, Le Figaro, il y a eu une période où c'était la guerre aux rubricards. C'est-à-dire que les directions de la rédaction ne voulaient plus de ça, parce que c'était des baronnies, parce que c'était des gens qui avaient trop de complicité avec les acteurs économiques. De la et donc branche, pouvaient se créer des trucs un peu bizarres, quoi. Je sais qu'Edoui Plenel, par exemple, au Monde, a fait la guerre aux rubricards et a considéré à l'inverse qu'un journaliste devait être, c'est à mon avis une erreur, enfin bon, un journaliste devait travailler sur tout et n'importe quoi. Voilà. Donc on pouvait un jour être multicarte pluridisciplinaire. Voilà, multicarte pluridisciplinaire. Or, c'est alors savoir en presse. Savoir un peu tout sur tout, c'est pas savoir grand-chose en fait. Parce que ce que l'on attend, c'est de l'info quand même. Voilà. Bon, on a tous des amis qui sont spécialistes de tel ou tel secteur, et qui, quand ils voient un article qui est consacré à ce secteur, sont effrayés de ce qu'ils lisent. Pour me piquer un peu d'économie, puisque ma profession a été à un moment d'être économiste, de temps en temps, dans la presse quotidienne, je vois des articles à tomber par terre, en termes d'analyse notamment de croissance, d'analyse des chiffres du chômage. Là, voilà, à la paresse s'ajoute la bêtise. Il y a pas, enfin, en tout cas, il n'y a pas d'autre mot, ou la cécité partielle, qu'elle soit voulue, suggérée, ou même liée à une ignorance du secteur. On a des articles qui désinforment littéralement, qui déforment et désinforment. Oui, alors le problème de maintenant, c'est que autrefois ça pouvait passer, mais maintenant les gens se rendent compte. Et du coup... ils répondent via le net, oui, en plus. Voilà. Parce que c'est brocardé tout de suite sur les sites, les blogs, les réseaux sociaux, on porte au pilori tel ou tel article en disant mais quel bozo, quel clown. C'est vrai que là ça va très vite. Est-ce que ça a une influence réelle sur les rédactions? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En revanche, ils doivent prendre acte de leur manque de maîtrise du lectorat. J'écoutais Jacques Sapir l'autre jour sur France Culture qui parlait de ça. Et quand il a créé son blog qui s'appelle Russe Europe... Oui, qui est très intéressant, je ne suis pas tout le temps d'accord avec. Mais, oui, voilà, on ne peut pas être d'accord avec. Mais par contre, il y a de l'info. Mais il disait, aux journalistes qui l'interrogeaient, il disait, quand j'ai lancé Russe Europe, je m'attendais à avoir entre 500 et 1000 personnes qui viennent, voilà, parce que c'est quand même des sujets pas faciles, etc. Et en fait, il est à 20 000. Il est à 20 000 personnes qui se trimballent sur son site. Alors, bon, ces gens-là, forcément, à un moment ou l'autre, c'est parce qu'ils recherchent au minimum une information alternative, quelle qu'elle soit. Hein. Il se trouve que c'est Jacques Sapir. Il y a là... Alors, est-ce que c'est lié, Julien, est-ce que c'est lié au fait, on disait tout à l'heure la presse se tait aussi parfois. Hein. Oui, la presse on a quand même des tas de choses qui ne passent pas, qui ne... tu parlais tout à l'heure d'un certain nombre d'événements qui ont eu lieu récemment et qui ont disparu des écrans radars. On pourrait aussi passer par les grandes manifs espagnoles qui n'ont pas du tout été relayées en France, gigantesques à Madrid. Le coup d'État institutionnel en Suède, où voyant que l'extrême droite suédoise prenait l'ascendant sur tous les autres partis, tous les autres partis se sont entendus pour gouverner jusqu'au moins 2017, voire 2023 sans élection. On a retiré le processus électoral. Mais il y a des choses qui ont été très peu évoquées comme ça, un petit article par-ci par-là. Donc est-ce que ces phénomènes de verrouillage voulus ou par des intérêts, parce qu'il y a une autre actu, parce qu'on préférera parler de la dernière faribole de Hollande que d'un sujet comme ça. Est-ce que cette presse-là, par son comportement, incite les gens à basculer sur la presse dite alternative, ou est-ce que c'est la qualité montante de la presse alternative qui permet cette bascule? Parce que dans la presse alternative, il y a le meilleur, mais le pire. Oui, tout à fait. On désinforme aussi beaucoup dans la presse alternative. Mais je pense que surtout que c'est la diversification de l'offre, quoi. Les gens sont quand même pas si bêtes que ça, quoi. Ils comprennent ça, bien. C'est très important parce qu'on les prend beaucoup pour des idiots. Mais toujours les gens sont bêtes et c'est pas vrai. Les gens quand même aujourd'hui ont une facilité d'accès à des sites. Alors tu as tout à fait raison, pour le meilleur et pour le pire. Hein. C'est sûr que effectivement, tu as des sites
il faudrait peut-être pas les visiter, qui ne présentent pas grand intérêt au titre de l'information, et parfois tiennent plutôt du délire complotiste. C'est pas que moi je ne crois pas. Non, mais ça on en avait déjà parlé en préparant l'émission, c'est ce travers des réseaux sociaux où on finit par mettre au même niveau tout un tas d'informations sans les avoir vérifiées, sans avoir vérifié les sources d'ailleurs, hein, parce que quand on regarde, c'est toujours un peu en bas, à droite ou à gauche, on a le petit résumé de la provenance, et il y a un nombre de sites incroyablement suspects ou susceptibles au moins d'un questionnement d'où tu parles, camarade, hein, oui, hein, et quand on gratte un peu, on finit par trouver des gens proches de Daesh ou des groupes économiques d'intérêts divers et variés, des sphères d'influence politique, religieuse ou autres, et tout ça est mis au même niveau que le dernier article du Monde ou Pêche Magazine. Enfin, voilà, on a une espèce de relativisme, une sorte d'égalitarisme comme ça qui naît sur les réseaux sociaux principalement et qui est très dangereux pour un travail de réinformation d'ailleurs parce que ça brouille les cartes. Ah, oui. C'est comme on pouvait dire autrefois vu à la télé donc vrai, là on pourrait dire ok mais j'ai lu sur les réseaux sociaux que oui, qu'est-ce que tu as lu, d'où ça vient, etc. Il y a quand même un vrai problème de fond sur ce plan en termes d'information. Alors c'est vrai que le système lui aussi utilise parfois des biais particuliers. Il faut être aussi totalement honnête. Je reviens au conflit syrien par exemple. Oui. Pendant les premières années de la guerre, il était très fréquemment, je dirais même quotidiennement fait mention d'une officine qui s'appelait l'OSDH, l'Office syrien des droits de l'homme, la bien connue. Et aujourd'hui, cette officine, qui est en gros un mélange de frères musulmans et des services secrets britanniques, parce que bon, là je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur le sujet, elle a disparu. D'accord. Elle a disparu, alors, si l'autre jour, elle a cité la mort de 40 personnes, mais sans plus, voilà. Mais autrement, elle a complètement disparu. Et peut-être qu'elle reviendra hein, au fil du temps. Alors, pour revenir à ce que tu dis, il ne faut pas non plus... quand je dis les gens ne sont pas idiots, je pense par exemple à des articles, des comportements de journaux qui sont quand même assez étonnants. Prenons par exemple Le Point. Le Point, donc, on l'a dit tout à l'heure. Tu voulais redire un mot sur Le Point d'ailleurs. Oui, Le Point, donc, titre cette semaine sur Nietzsche. Nietzsche qui est un farouche, qui condamne farouchement la xénophobie, la bêtise, l'antisémitisme, etc. C'est le titre. Hein. Et je rappelle que Le Point, c'est un journal, on va dire, relativement sérieux de la tendance libérale au sens strict du terme, pas néolibérale, libérale conservatrice française, créée en dissidence de l'Express à l'époque, etc. Bon, un journal qu'on peut ne pas aimer, mais journal du cadre du patron, quoi. En respectable. Ouais. Et donc on a cette espèce de magma, de citations de Nietzsche, coupées en petits morceaux, dont même ce matin, le Canard enchaîné, peu suspect de complotisme, a dit quand même tout le côté ridicule en disant c'est pas Nietzsche, c'est ainsi parlait Zarathustra. C'est le Canard. Oui, il y a les formules du Canard qui sont toujours sympas. Je veux du Canard. Mais c'est vrai qu'on comprend rien. Et tout ça est encadré par deux éditoriaux. Un éditorial éblouissant de bêtises et de haine de François-Olivier Gisbert sur le Front National. Ah, François-Olivier Gisbert. Sur le Front National, au bout de 4 lignes, on est déjà avec les mannes de Déa, Doriot et Pétain. Mais le truc hallucinant. Et bon, on file à l'autre bout du journal le bloc-notes de notre ami Bernard-Henri Lévy sur la France rancie de Poutine, qui est une déclaration de haine à Poutine, peut-être, mais à la France, certainement. Et comment ce lectorat historique d'abonnés, libéraux conservateurs, peut-il tolérer des numéros pareils? Je suis complètement époustouflé. Alors, je me dis, c'est là où je dis, François Pinault, de temps en temps, il ferait peut-être bien de regarder un petit peu ce qui se passe dans sa rédaction. Oui, on comprend bien. Pour pas laisser de telles hérésies, quoi. C'est intéressant d'avoir les chiffres de vente de ce numéro d'ailleurs. Ah oui, je serais voir curieux parce que le mec qui connaît un peu Nietzsche, il doit tomber de sa chaise, quoi. Ouais. Dans un autre registre,
je pense parfois qu'il y a des journaux qui perdent leur âme. Là, alors, je pense que c'est le cas du Point, mais pour moi, il y a un cas plus emblématique, qui est celui de Paris Match. Paris Match, c'est quand même dans la veine du Life américain des années 50. Bien sûr, le grand journal de reportage. Tout le monde connaît ces numéros sur l'invasion des chars en Hongrie, les dossiers sur l'assassinat de Kennedy, les articles de fond de Raymond Cartier. On en pense qu'on en veut, mais c'était un vrai journal. C'était une presse. C'était une presse. C'était pas un news au sens propre du terme. C'était une presse. Mais pas complètement dénué d'intérêt. Voilà. Bien sûr. Et là, cette semaine, je me dis, vu l'orientation qu'ils ont pris, ils vont forcément titrer sur la catastrophe de Puysseguin. Quitte à faire du sensationnel un peu glauque et pleurnichard, alors franchement, là, ils avaient 43 raisons malheureusement pour ces personnes de titrer là-dessus. Eh bien non. Non. Ils ont titré sur Kate Middleton. Ah, quand même, ouais. À côté de la plaque. Oui, Kate Middleton. Alors, ils ont fait effectivement des pages mais l'appel à la une, il doit être heureux. Il doit être dans cette monarchie de substitution que constitue parfois, aux yeux de Paris Match, la monarchie britannique. C'est quand même effrayant. Et bon, alors, à leur décharge, ils ont publié cette fameuse photo que nous connaissons tous, mais sur une double page de Match, ça a de la gueule, cette photo des migrants à la frontière croato-slovène, où effectivement le drone survole cette longue colonne dans les champs. Et, bon, rien que pour ça, il leur sera pardonné la couverture sur Kate Middleton. Ah oui, et puis une chose, quand même, dans Paris Match, il ne faut pas leur enlever ça. Il y a Stampé et ceux qui aiment le dessin. Oui, voilà. Et tiens, les pauvres dessinateurs de presse, c'est aussi un métier qui a vu disparaître aussi. Oui, c'est un métier. Moi, je regardais ce matin dans le Canard enchaîné, puisqu'on peut considérer quand même que c'est un refuge. Quoi qu'on pense, ils font des dessins, je veux dire, ça c'est quand même considérablement appauvri. Bon, je n'ai pas une sympathie particulière politique pour Cardon, par exemple, mais je considérais qu'il était un ancien dessinateur de presse de l'humanité. Enfin, c'est un très très beau dessinateur. Et quand on va sur les sites de dessins de presse qui existent sur Internet, on peut y aller. Oui, il y en a quelques-uns, très bien fait. Et qu'on voit les dessins de presse à l'étranger, on se dit qu'on est en train de prendre un retard terrible, quoi. Non, c'est très très pauvre. D'ailleurs, très symptomatiquement, on ne reçoit plus de mails ou de messages en disant tu as vu le dessin d'un tel t'as vu le plan à la une, le plan, etc. C'est quelque chose qui a pratiquement là aussi disparu. Et on ne peut que le déplorer d'ailleurs, parce que c'est quand même une certaine fraîcheur, un petit coup de rire du matin, ça fait pas de mal. Surtout quand quelqu'un a été égratigné à bon escient, c'est toujours très drôle. Alors justement, on parlait de refuge, on peut peut-être dire un mot d'Internet comme refuge. Est-ce que c'est un vrai refuge? On sait que les journaux ont tous une excroissance sur Internet. Est-ce qu'ils ont fait ça pour se sauver? Est-ce que c'est un vrai refuge? Et puis on sait aussi qu'Internet, c'est une jungle informationnelle où on retrouve, comme je disais tout à l'heure, le meilleur et le pire, mais où on retrouve des formes d'informations nouvelles, des contre-informations, parfois de la bonne réinformation. On peut citer tout un tas de blogs et de sites de notre famille politique qui permettent d'avoir une vision, et pas que d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Je pense à des sites de défense, Mercher et compagnie. Il y a des gens qui sont très sérieux ailleurs. Économiquement, on parlait de Sapir, il a des analyses qui sont iconoclastes et très intéressantes. Alors voilà. Il faut pas oublier non plus. Enfin moi, une revue de presse que j'aime bien, puisque c'est vraiment son nom, c'est celle que fait Pierre Jovanovic, qui nous donne tous les 4-5 jours un point très factuel de ce qui se passe concrètement, bien sûr dans les cadres des licenciements, puisqu'il en a fait profession, c'est-à-dire de les répertorier, mais aussi de ce qui s'écrit dans la presse étrangère anglo-saxonne. C'est une source d'information pour moi assez régulière. Alors, sur les sites de presse, il faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Le Monde, Le Figaro ou Libération, quand on va dessus, où est la ressource pour Le Monde, le Figaro ou Libération? Elle est, pour un mec lambda comme moi, elle est la pub qui est véhiculée sur le site. Donc, comme il y a tant de connexions sur le site, le prix est ajusté, le prix de la pub est ajusté par rapport à ce nombre de connexions. Bon. Mais à partir du moment où moi je ne suis pas abonné, je veux dire, ça ne compense pas
ça ne compense pas les baisses de diffusion des titres en kiosque ou par abonnement, tout simplement. Donc, le problème de la presse écrite, classique là je parle, c'est qu'elle n'a pas su trouver, et ça commence à devenir vraiment inquiétant, elle n'a pas trouvé au bout de 15 ans le vrai modèle. C'est ça le fond du problème. Et elle n'a pas trouvé le modèle d'adéquation entre le papier et le web. Elle en est encore à chercher, ce qui quand même, ce qui mérite réflexion. Et ce qui permet de dire à la commission culture de l'ONU qu'en 2017, il n'y aura plus de journaux papier aux États-Unis, et plus de journaux papier en 2029 en Europe, et 2040 dans le monde. 2040 ? En 2040, plus rien ? Plus rien, oui. D'accord. Voilà. Ah, ça veut dire que tout se serait transporté sur Internet ? Voilà, ou pas d'ailleurs, tout serait parce qu'on dit tout se transporte, mais il pourrait y avoir beaucoup de belles morts aussi, c'est-à-dire oui, bien sûr, beaucoup de morts certaines de titres. Tout à fait. Alors, oui. Parce que Internet déstructure quand même la forme d'un journal. Elle déstructure la forme d'une émission. On peut retrouver les émissions de radio sur Internet, mais on peut aussi n'écouter qu'un moment de l'émission de radio. L'autre jour, j'étais sur RMC, je regardais ça. C'est très intéressant, je l'ai vu sur TF1 aussi. C'est que, évidemment, on vous annonce une émission, on peut l'écouter dans sa totalité, mais on peut aussi écouter par petits bouts de 10 minutes, de 8 minutes, l'entretien qui a été fait à l'intérieur de la page info. Donc c'est très différent finalement, c'est-à-dire que autant une page de journal on peut la reprendre, on peut revenir au début, reprendre la page 4, partir à la page 12, autant sur un site internet on va pas réouvrir le site à chaque fois qu'on veut regarder quelque chose. Il y a quand même une immédiateté, une consommation immédiate sur internet qui fait qu'on pique finalement, on picore. Voilà. On picore. On n'est plus dans une information... alors, que j'aurais tendance à traiter de plus profonde, finalement. Tout à fait. Alors, il y a évidemment, puisque bon, je suis pas le seul à dire ça, que le modèle n'a pas été finalement trouvé par les grands titres de presse, bien sûr, qui ont mis des équipes. Enfin, je veux dire, ils ont travaillé dessus. On ne peut pas dire qu'ils n'aient pas travaillé. Ils ont travaillé dessus dès le début des années 2000. Excepté peut-être ceux qui ont créé type Mediapart. Alors voilà. Mais ça ne vient pas là, d'un c'est type autre de chose. presse. C'est-à-dire que Mediapart, quand Edoui Plenel et un certain nombre de personnes, Laurent Mauzuy et autres sont priés d'aller voir ailleurs qu'au journal Le Monde, ils mettent en commun leurs sommes respectives d'indemnité de licenciement pour créer Mediapart. Elles ont dû belles les indemnités quand même. Comment ? Elles ont dû être pas mal les indemnités. Oui, je pense que c'était pas trop mal pour le directeur de la rédaction, du journal. Et donc il crée Mediapart sur un modèle qui est, on pense qu'on veut de Mediapart, mais le modèle au moins il est clair. C'est on paye un abonnement, point barre. Et c'est tout. Alors de temps en temps, ils font une journée porte ouverte, ils laissent tout gratuit, mais c'est très très épisodique. Donc ils font payer. Ils font payer l'abonnement, alors ça doit être aux alentours de 13 € par mois, mais au moins c'est clair, ils ont 90 000 abonnés, c'est clair. Alors, ce que je te disais avant cette émission, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le modèle, lui, est cohérent. Mediapart est susceptible à terme de gagner de l'argent. Je dis bien à terme parce que aujourd'hui ils sont effectivement bénéficiaires, si j'ai bien compris, de 500 000 €, mais ils sont bénéficiaires tout simplement parce qu'ils ont joué avec l'application de la TVA. Alors ça c'est génial. Ouais. En s'appliquant le taux de TVA réduit à 2%, alors qu'ils devraient payer un taux de TVA de 19%. Donc ils ont placé en gros l'inspection, enfin le ministère des Finances, les impôts, devant le fait accompli, et là il y a une procédure qui est en cours, et à mon avis, c'est pas le gouvernement Hollande qui ira chercher trop de noises à Mediapart. On va rentrer dans un cycle électoral en plus. Oui, voilà, donc ça fait déjà longtemps que ça dure, ça continue visiblement à durer, je crois pas que... Donc ils resteront avec leurs 2% au lieu des 19%. En plus, ils vont se retrancher, Mediapart se retranchera devant le fait que c'est une revendication du syndicat de la presse professionnelle en ligne, et que du coup ils ne font qu'appliquer une revendication qui est commune à tous ces éditeurs. Il y a un autre site, mais qui est de moindre importance, qui peut aussi fonctionner sur ce système, c'est Arrêt sur Image, mais le nombre d'abonnés d'Arrêt sur Image de Daniel Schneiderman est quand même
est quand même largement inférieur. Et la vocation est différente d'ailleurs à celui de Mediapart. Voilà. Oui, mais c'était intéressant, RL sur image, quand l'émission télévisée n'était pas inintéressante, même si le site Schneiderman était énervant par moment. Qui ça? Le présentateur là. Daniel Schneiderman. Schneiderman, il était énervant. Oui, mais bon, de temps en temps, il mettait les pieds dans le plat. Mais il mettait les pieds dans le plat, effectivement, avec un certain aplomb. Un mot sur deux choses. La presse gratuite, dont on a dit à un moment qu'elle allait tuer la presse quotidienne nationale et régionale, la presse gratuite, elle aussi, se casse la figure. Oui, alors largement. Oui, alors les deux presses gratuites se cassent la figure. Il y a la presse gratuite d'information et la presse gratuite d'annonce. La presse gratuite d'information, on connaît les noms, c'est Direct Matin ou Métro, ou 20 minutes évidemment. Ouais. Oui, ça sent le bide. Ça sent le bide. C'est marrant parce qu'on avait annoncé que ça allait tuer la presse. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les commerciaux de ces journaux ne se privaient pas de le dire. Ils avaient des dents. J'ai vécu cette période-là, en tous les cas, le lancement de 20 minutes. Ils voulaient tuer la presse. Et je crois que malheureusement pour eux, ça risque d'être l'inverse. Mais il y a une autre presse dont on ne parle pas, qui elle s'est considérablement effondrée, c'est la presse gratuite d'annonce. Oui, top annonce. Donc voilà, les 76, je sais pas quoi, 27, je sais pas quoi, etc. On savait ça. Ouais. Et le groupe Spire, qui est d'ailleurs dont le propriétaire, un des deux propriétaires est Ouest France, a dû faire des charrettes. Je me souviens d'une charrette de 1500 personnes. Donc c'était quand même impressionnant. Parce que là, par contre, il y a un transfert sur le web. Alors là, c'est clair, c'est le web pur et Le Bon Coin. Et le Bon Coin, pour commencer. Et le Bon Coin qui tire d'ailleurs même maintenant les annonces d'emploi, on l'a bien vu. Et d'ailleurs, l'anecdote veut que le Bon Coin, au départ, a été créé par Spire. Donc c'est pas vrai. Ça je ne savais pas. Ouais. D'accord. Donc en fait, ils ont au départ par Spire. Alors ils ont créé l'arme qui les a tués. Ils l'ont revendu. D'accord. Alors que bon, aujourd'hui, passer l'annonce sur le Bon Coin, ça reste presque dans le langage commun. Quoi. Bien sûr, d'ailleurs. On est quasiment du frigidaire et du réfrigérateur. C'est exactement ça, ou Kleenex pour les bouchons en papier. Ça devient le Bon Coin, c'est et pour n'importe quoi. Avant, on disait des petits, je sais pas, jusqu'aux voitures, mais maintenant, même les maisons. Enfin, Ah bah oui, non, mais il y a tout. On peut acheter tout et revendre tout. D'ailleurs, c'est très intéressant ça en dit pas mal sur le comportement d'une société aussi. Donc, presse qui va mal signifie précéder. Alors, précéder, presse multi-aidée. Presse subventionnée. Ouais, presse sous perfusion, dirais-je même. Alors là, presse subventionnée. Je crois que tu avais mis un peu le nez dedans et que tu as bien ri. Oui, là j'avoue que sur les aides à la diffusion, sur le simple transport postal de la presse d'information politique et générale, tu as le tableau sous les yeux comme moi. En 2009, c'était 83 millions d'euros. Alors qu'est-ce que ça veça veut dire l'aide au transport postal? Ça veut dire simplement l'affranchissement. L'affranchissement, le timbre. Il faut que parce que j'adore les formules des énarques, mais en gros c'est le timbrage de l'envoi. C'est le fait d'acheminer, donc le timbrage. Tout bêtement. On est passé de 83 millions en 2009 à 249 millions en 2013. C'est quand même assez violent. C'est 3 fois. Donc ça fait 396 millions et demi d'euros. Et voilà. Alors il y a des aides au portage, par exemple, elles ont baissé. C'est assez étonnant parce que le portage est quand même qualitativement pour les abonnés quelque chose de pratique. De recevoir ton machin dans la boîte aux lettres, c'est quand même assez sympa. De la réaction café, et bien curieusement, ça a diminué de moitié. Alors il y a une anecdote qui fait que ces aides à la presse ont été calculées par journaux et par nombre d'exemplaires vendus. Et on voit par exemple l'Humanité sur chaque exemplaire, il reçoit 48 centimes. D'aide. Direct. D'aide. Et donc l'Humanité, il est lui aussi sur les 2 euros. Voilà, oui, sans doute, oui, dans ces eaux-là. Non, mais pour avoir une échelle, c'est un quart du prix. Et la Croix, 32 centimes. D'accord. Et Le Monde, quand même, 19 centimes, et Le Figaro, 17 centimes. Enfin, ça représente... par exemplaire vendu. Voilà, c'est calculé comme ça. Et en plus, l'Humanité a eu une annulation du capital et des intérêts d'un prêt de 4 086 000 euros contracté en 2002. Voilà, on efface les ardoises. On efface les ardoises. Donc, il est clair que dans une économie normale... Là. Comment ?
Sous perfusion, Oui, ce que oui. j'allais dire. Ah bah, dans une économie normale, tous ces journaux, dans enfin une normale, économie normale, l'humanité n'existe plus. de libre concurrence, parce que on peut ne pas être d'accord avec la libre concurrence de tout, mais là, dans une économie qui serait libérée des aides, il n'y a plus grand monde. Oui, l'humanité aujourd'hui diffuse 35 000 exemplaires, et on peut penser que dans ces 35 000 exemplaires, il y a quand même beaucoup de cellules du parti qui sont abonnées, sans parler des entreprises qui achètent un peu de paix sociale avec quelques abonnements. Non, ce journal n'aurait pas de raison d'être. Comme Libé d'ailleurs. Libé, la diffusion de Libé, c'est affligeant. La diffusion de Libé est passée aux alentours de 80 000 exemplaires, ce qui est quand même très très faible. Et ils sont, je trouve, pour être un lecteur régulier de Libération, parce qu'il faut toujours lire la presse ennemie, comme on dit. Je trouve que il y a un appauvrissement du journal, tout simplement. Même les pages culture. Alors moi, j'ai jamais pu les lire parce que je trouvais ça complètement abscon. Mais même les pages culture, qui étaient un peu le fer de lance auprès des cercles germano-pratins, même elles sont réduites à néant. Le truc bobo branché. Oui, bobo branché. C'est devenu un bruit de couloir. Hein. Ouais, c'est vraiment là, franchement, je suis. Alors là, ce matin, ils titrent sur. Oui, parce que ça, c'est quand même ils titrent sur Adolf Hitler, sur Auschwitz, pardon. Sur Auschwitz. Ah, c'est pas Mein Kampf parce qu'en ce moment. Non, là, c'était Mein Kampf. C'était la semaine dernière, ils titré sur Mein Kampf, et là, c'est sur la sortie d'un film fiction sur Auschwitz de Saül, je sais plus qui, et donc ils titrent là-dessus. J'avoue que la politique éditoriale de Libération elle me laisse un peu pantois. Je pensais au moins trouver des articles un peu de fond sur les conditions de vie des migrants qui doivent faire pleurer Madeleine, quoi. Et ben pas du tout. Le seul article la semaine dernière que j'ai trouvé intéressant sur les migrants et leurs conditions de vie, et c'était même pas en France d'ailleurs, c'était en Allemagne, et ben je te donne en mille, c'était dans La Croix. Alors justement, tiens, pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, de temps en temps, on a des perles quand même dans cette presse aux ordres, dans cette presse subventionnée sous perfusion, administrée par le grand capital. On a quand même des moments où on trouve des choses intéressantes. C'est pour ça aussi qu'il faut la lire. Oui, tout à fait. Alors c'est pas forcément dans les titres qu'on vient d'évoquer, encore que ça peut exister. Moi, je me souviens, je t'en ai parlé au téléphone un jour, je me souviens d'un article de 8 pages, magazine, donc c'est quelque chose d'assez solide, consacré à Julian Assange dans le journal Society, qui est une filiale de SoFoot, pour ceux qui connaissent SoFoot et le football, et 8 pages, et un peu plus loin, dans ce journal, il y avait un article plutôt bien fait sur Édouard Limonov. D'accord. Des trucs où, dans un autre registre, Le Monde Diplo, par exemple. Le Monde Diplo a publié au mois d'octobre une recension de la correspondance entre Churchill et l'ambassade soviétique. Je rappelle que cette correspondance était pendant le pacte germano-soviétique. Donc, c'est des trucs... Alors, de temps en temps... Alors, le Diplo, c'est assez souvent qu'on trouve des trucs intéressants, enfin, de notre point de vue, mais même historiquement, là, on arrive à avoir des trucs qu'on ne voit pas ailleurs, quoi. Oui, il y a des pépites, ça peut... Donc ça veut dire qu'il y a quelques journalistes qui font encore des choses intéressantes, qui ont encore quelques sujets à travailler, mais ça reste tout de même assez marginal. Moi, je reprends le cas de la Suède que j'ai évoqué tout à l'heure, de ce coup d'État institutionnel. Bon, c'est sorti, il y a dû y avoir un article dans l'événement du jeudi, ou je sais plus ce que c'était. Voilà, il y a eu un article dans un quotidien également, pas trop mal fait d'ailleurs, où les gens se disaient mais quand même, ça va un peu loin là. Il y a quand même quasiment comme le fils en Algérie, quoi. Ah, bon, les méchants d'extrême droite, mais ça va un peu loin quand même. Bon, de temps en temps, il y a quelques interrogations comme ça. Heureusement, elles sont par trop rares, évidemment, bien trop rares plutôt, je dirais, et elles ne sauvent pas la presse. Non, sur ce plan-là, ils ne peuvent pas la sauver. Pas la presse. Autre chose pour terminer, une dernière question, et puis on clôturera cette émission. Est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui de créer un titre de presse ? Est-ce que dans ton idée, quelqu'un qui par exemple aujourd'hui voudrait monter un journal
aurait une idée parfaitement suicidaire sur le plan économique ou pourrait avoir un trait de génie. Est-ce qu'il y a des manques à combler? Est-ce que véritablement il y a de la place? Est-ce qu'il y a un modèle économique pour un journal? Alors si tu parles de presse écrite au sens classique strict du terme, ouais. Je suis assez dubitatif. Or, presse à centre d'intérêt très particulier qui n'a pas été creusé. Bien sûr, bien sûr. On voit apparaître en ce moment des machins qui sont des bimestriels, voire des trimestriels, sur le confort de vie. C'est des machins très bobos. Je ne sais pas leur durée de vie, mais enfin, ils sont au kiosque où on voit des trucs comme des trucs féminins, comme Cosette, machin, qui ont l'air de tenir. Bon, évidemment, spontanément, c'est pas vers ce genre de presse que je m'attellerais, si tu veux, mais on les lit dans le cadre de cette émission, on s'est promis de tout lire, oui. Souviens-toi, hein. On a dit qu'on irait même dire. Il y a un truc que je regarde aussi, parce que lui, c'est un truc politique, qui est un hebdomadaire, qui a été créé par Éric Fotorino, donc l'ancien directeur de la rédaction du Monde, qui s'appelle Numéro 1, qui est un journal qui ne traite chaque semaine que d'un sujet. Moi, sincèrement, je le voyais disparaître aussi vite qu'il avait été créé. Numéros, quoi. Et en fait, l'air de rien, il est toujours en kiosque. D'accord. Bon, il a un mode de pagination qui m'effraie totalement, mais oui, il est très grand, je crois. C'est ça, voilà. C'est un truc que tu déplies, donc à la limite, c'est plus grand que l'équipe dans cette formule. Oui, d'accord. Mais bon, il est là. Alors, à mon avis, personne ne doit se payer beaucoup dans ce journal. D'accord. Parce que là, c'est plutôt des contributions éditoriales d'intellectuels qui travaillent ponctuellement sur un sujet. Bon. Non, je pense globalement que, quitte à enfoncer les portes ouvertes, je pense quand même que s'il y a quelque chose à faire, c'est plutôt sur Internet que ça va se passer, parce que là, les conditions générales de survie, même du réseau de distribution, on n'a pas parlé de ça, mais il faut voir aussi l'effondrement des kiosques. Oui. Ouais. L'effondrement des kiosques à Paris. D'une part, parce qu'il y avait des presses qui étaient des tabacs presses, et que les buralistes, les vendeurs de tabac s'effondrent aussi, donc il y a un phénomène d'enchaînement, de spirale de fermeture, hein. Et ensuite, effectivement, la disparition des kiosques, elle est patente. Hein. Et c'est terrible pour les buralistes, parce que la presse écrite n'était pas leur fonds de commerce principal. Non. Mais c'était un produit d'appel, c'est ce qui permettait aux clients de rentrer dans le tabac. Oui. Et là, ils rentrent même plus, quoi. Donc ils vont plus rentrer pour les journaux. On va tout faire pour qu'ils rentrent pas pour le tabac. Oui. Du coup, on voit bien l'effondrement en général de ce type de lieux dont on pense qu'on veut, mais qui sont des lieux sociétaux. Oui, des lieux des carrefours de socialité, tout à fait. Bien sûr. Et donc ça, effectivement, ça s'effondre. Et puis c'est pas terrible pour les journaux régionaux en particulier, d'ailleurs, puisque souvent dans ces lieux-là, le journal régional est mis à disposition des clients, donc il y a. Oui, on le retrouve maintenant dans les épiceries, encore là aussi dans un autre. Dans une autre famille de lieux qui ferment complètement, à savoir les bistrots, oui, tout à fait. Qui disparaissent en masse chaque année, et dont ici à Méridien Zéro, on a maintes fois déploré la disparition, comme nous les fréquentons assez assidûment, oui, et comme nous engageons les auditeurs à les fréquenter, sont quand même les vrais lieux de la société française. Hein, et d'expression d'ailleurs extraordinaire. Effectivement, on trouvait sur le zinc, entre les œufs et la boîte à sucre, on trouvait le titre régional partout où on allait. Et c'est vrai que là aussi, c'est quelque chose qui est de moins en moins vu, hein, dans les cafés Bobolange qui les remplacent, ou dans les magasins de téléphonie mobile qui prennent la place de tout ça, voire les kebabs, si on veut être... Les kebabs chers à Robert Ménard. On pourra, je pense, un jour définir la rue de demain, tu vois, entre kebab, téléphonie, les magasins de vapo, machin pour les... Enfin bref, on pourra faire une rue comme ça, et puis les succursales bancaires. Enfin,
Voilà, bon, on va en terminer pour ce premier numéro de Revue et Corrigée. Julien, merci beaucoup. Alors, Merci. chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a accroché. Elle va de toute façon en appeler d'autres. On a énormément de choses à dire autour du monde de la presse. On ne se limitera pas à des revues de presse, hein, vous l'aurez bien compris. On va aussi, au travers de la presse, expliquer un certain nombre de choses, de phénomènes, revenir sur des affaires. On ne va pas se priver de revenir sur de vieilles affaires que la presse a plus ou moins bien traitées. On va essayer de comprendre comment la presse aborde le monde politique, le monde économique. Bref, encore de passionnantes émissions à venir. Donc on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le deuxième numéro de Revue et Corrigée. D'ici là, informez-vous, restez informés, ouvrez l'œil et au mois prochain, j'allais dire à la semaine prochaine, tant l'habitude m'est restée sur mes résidences zéro. Au mois prochain, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Funny. What is, dear? Well, we've been married for more than a month. It's a terribly long time. I never noticed your ears before.